Yo yo yo, bienvenue chez la Poké Team. Famille. Bienvenue dans ce 4e épisode de Un jour. Une page. Et pas un jour, une histoire. Donc c'est à moi de choisir les amis. 3, 2, 1. Oh Pierre-Louis. Et ouais, on est là sur la page de Price les amis. Et bah c'est pas fait exprès, hein, honnêtement. Hein. Bah de toute façon vous voyez bien. Hein. Et bah voilà, Price, on te met à l'honneur. En fait c'est sur 2 pages. Double page. Donc on va lire les deux. Voilà, c'est parti, let's go. Pierre-Louis, un collectionneur passionné, créateur d'un podcast très suivi sur Pokémon et du conseil Indigo, qui possède une belle collection vintage. Tu as commencé à collectionner des cartes Pokémon dès ton plus jeune âge et tu es revenu sur cette passion fin 2017. Qu'est-ce qui t'a motivé ce retour à la collection après toutes ces années et comment cette période a-t-elle changé ta façon de voir le marché des cartes Pokémon ? J'ai toujours été passionné par les cartes. À collectionner, jusqu'à l'âge de 14 ans, je collectionnais un trio de cartes Yu-Gi-Oh, Magic et Pokémon. Comme la plupart des enfants de mon âge, j'ai arrêté la collection pendant plusieurs années avant de la reprendre pendant mes études supérieures, particulièrement celle concernant Yu-Gi-Oh. Entre 2014 et 2017, j'ai beaucoup joué et collectionné ces cartes, et plus particulièrement en 2016 au début de Duel Links. Pendant cette période, j'achetais régulièrement des produits limités, tels que les premiers decks légendaires, ayant remarqué l'importance de la quantité limitée sur l'évolution des prix à court terme. Je me suis mis à investir également sur Légende Brillante, la nouvelle sortie Pokémon de l'époque, et aussi la première demi-série. Sans le savoir, j'avais remis un doigt dans l'engrenage de la machine Pokémon. Au fur et à mesure, je me suis repris de passion pour le jeu de cartes à collectionner. Alors que parallèlement, je jouais toujours aux jeux vidéo vintage tels que Pokémon Emerald, la collection des Pokémon Shiny que j'effectuais sur mes consoles de jeu, me paraissait évidente en réel. Je me suis retrouvée à collectionner Légende Brillante, puis celles ayant existé auparavant, comme les légendaires Léviator Brillant ou encore Mewtwo Brillant, dont je me souvenais vivement. C'est également fin 2018 que j'accomplissais un de mes objectifs principaux, toutes les brillantes Pokémon en ED2. Mais dis-moi papa, qu'est-ce que c'est l'ED2 ? Édition 2. À cette époque, ma vision du marché était toute nouvelle. J'ai cependant rapidement compris l'importance de son entourage, tant à l'intérieur de Pokémon qu'à l'extérieur. En effet, il est primordial de s'entourer de personnes fiables et sérieuses sur qui pouvoir compter. Résister aux aléas que comporte ce domaine nécessite d'être très solide, seul, mais aussi d'avoir un cadre personnel propice, une stabilité financière, mentale, physique et j'en passe. J'ai vite compris que pour atteindre mes objectifs, comme dans tout autre domaine, le sérieux, la rigueur et le travail doivent s'accompagner d'une vision long terme et des meilleures dispositions personnelles possibles. Ta collection, qui s'étend de l'époque Wizard à la série E et V, est incroyablement vaste et impressionnante. Parmi toutes ces cartes, quelles sont celles que tu considères comme les plus emblématiques ou les plus précieuses, tant sur le plan émotionnel que financier ? Pour moi, les cartes que je chéris le plus sont sans aucun doute celles de l'ère Wizard, plus particulièrement les brillantes. Évidemment, vous me direz. La carte Léviator Brillant est très importante pour moi. Il s'agit de mon illustration préférée, ainsi que de mon illustrateur préféré. Le combo parfait pour une carte Pokémon, la rareté, l'ancienneté et le personnage illustré de manière puissante. Sur le plan émotionnel, je pense que partager ses réussites avec les gens qu'on apprécie est la plus belle chose que nous offre Pokémon. Je salue particulièrement toutes les personnes qui ont pu rendre possible l'exposition d'une partie de ma collection lors de l'hiver 2021 à la galerie 75 Faubourg. Cette exposition s'est transformée en de très belles amitiés jusqu'à aujourd'hui. Je pense particulièrement à Stéphane alias Tisayoxy. Et l'équipe de la galerie. C'est dans les rencontres et l'altérité que se forgent les plus belles expériences. Je pense à des personnes avant de penser aux cartes. Pour moi, il s'agit d'une aventure qui me porte vers d'autres horizons, qui ne se serait sûrement jamais dévoilée dans cette mesure.
Les exemples comme celui de l'exposition sont nombreux. Il faudrait un autre livre pour remercier toutes les personnes qui rendent cette expérience si spéciale, que ce soit Anthony et le Conseil Indigo, les administrateurs du Discord, les championnats du monde au Japon 2023, les conventions et Curious Pop, et évidemment Gilles, Alexis, Serge, pour le guide universel du collectionneur. En tant qu'animateur d'un podcast très suivi sur Pokémon et créateur du Conseil Indigo, tu as une position unique dans la communauté. Comment vois-tu l'évolution de l'intérêt pour Pokémon et comment partages-tu ta passion avec ton audience à travers ces projets? Pokémon est une aventure remarquable, Attrapez-les tous! tant dans la fiction que dans la réalité. Nous vivons quelque chose d'exceptionnel depuis bientôt 30 ans, qui continue d'accompagner les nombreuses générations qui se succèdent. L'évolution de l'intérêt pour Pokémon reste souvent motivée par le cœur des gens, par la passion pour cet univers et par l'envie de collectionner des objets incroyables. Depuis toutes ces années, cependant, beaucoup de choses me manquent pour compléter le tableau de la scène française idéale. Avec mon regard aux multiples casquettes, je me rends compte qu'il y a encore du chemin à parcourir pour résoudre certains freins à la collection. L'un de ces problèmes qui gangrènent la communauté et le marché encore aujourd'hui, ce sont les multiples arnaques, cambriolages et mauvais comportements d'une minorité. Les médias qui relayent régulièrement ce genre d'événements font une mauvaise publicité à notre hobby et dénigrent la masse du collectionneuse. Intègre ce phénomène sociétal qui pousse tous les médias vers le sensationnalisme a malheureusement un impact très négatif. Il valorise le comportement d'une minorité problématique et qu'il ne faudrait pas donner une seconde d'exposition médiatique. Exactement, c'est vrai. D'un autre côté, sur la scène professionnelle aujourd'hui, les cartes Pokémon sont mal représentées. Au niveau national, le Conseil Indigo et les différents combats que je mène depuis fin 2022 sont tournés vers la professionnalisation du marché. Il manque une association, des boutiques et professionnels de la carte à jouer et à collectionner. Ma volonté est de rendre tout ceci tangible et réel grâce au Conseil Indigo. Cette association a un but très clair, créer les bonnes pratiques pour protéger les consommateurs des arnaques et à terme pouvoir être un interlocuteur privilégié avec la scène médiatique et politique. C'est pas mal, dis donc. Je vais m'y intéresser à ça. Je rêve d'un monde où la transmission du savoir, le partage de connaissances, l'entraide et la bienveillance règnent à travers les podcasts, l'association, le conseil Indigo ou encore la rédaction de ce livre. Je pourrais aider le plus grand nombre à éviter les pièges tendus par certaines personnes munies des mauvaises intentions. Ma passion pour Pokémon me pousse à vouloir aider les nouveaux collectionneurs à vivre le meilleur parcours possible. La responsabilité des personnes aguerries devrait de faciliter l'accès aux collectionneurs novices plutôt que de multiplier les délits d'initiés. Récemment, tu as acheté une collection de cartes rares. Peux-tu nous parler de cette acquisition? Comment as-tu trouvé cette opportunité et quels critères utilises-tu pour évaluer une collection avant de l'ajouter à la tienne? Bien entendu, ce genre de collections sont extrêmement rares et suscitent l'intérêt. En fait, cette acquisition est très importante à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'il y a une réelle histoire humaine derrière. Comme j'ai pu le dire lors de la seconde question, ce sont des choses qui m'intéressent le plus dans l'univers des cartes. Le deuxième, c'est l'aventure de cette collection qui a été phénoménale. Aujourd'hui, cette transaction a permis de créer un des premiers ensembles complétant quasiment toutes les cartes Pokémon françaises de séries sorties depuis 1999. L'histoire qui va pouvoir être racontée avec cette collection va, je l'espère, transcender les générations et être partagée au maximum avec les passionnés. L'opportunité a été créée par la concurrence Ganima, l'ancien propriétaire qui a travaillé toute sa vie pour construire cette collection a cherché le futur acquéreur. Pendant ses recherches, il s'est aperçu que la valorisation proposée n'était pas à la hauteur. En multipliant les boutiques professionnelles et influenceurs, il a fini par trouver les bonnes personnes. Pour faire un travail estimatif correct et pour éviter le dol, défini par la loi française, il faut être très précis. La méthode que j'utilise est assez complexe,
Mais pour simplifier, j'estime que de la manière la plus honnête possible les cartes à l'unité d'intérêt, dépassant un certain montant, 10 € par exemple. Ensuite, c'est une discussion avec le propriétaire pour trouver le prix le plus juste. En général, avec cette méthode, si réalisée de manière intègre, la négociation commence dans de bonnes conditions. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, avec encore trop de vendeurs novices qui se laissent endormir par des personnalités influentes ou des professionnels. Avec ton expertise en collection et ton podcast influent, quels conseils donnerais-tu à ceux qui débutent dans la collection de cartes Pokémon, en particulier face à l'explosion des prix et à l'énorme compétition dans ce domaine? Quels sont les pièges à éviter et comment faire croître une collection de manière judicieuse? J'espère que cet ouvrage vous permettra de comprendre le marché ainsi que les clés de lecture que nous avons essayé de vous donner. Si je dois donner un conseil, c'est de commencer petit, avec des cartes ou des objets qui vous font plaisir, avec lesquels vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses sur le marché, tout en limitant fortement les risques liés au prix. Les plus gros pièges à éviter sont les vendeurs ou acheteurs peu fiables, sans beaucoup de références. Il est très important de faire une diligence importante sur les personnes avec qui vous allez entreprendre une transaction. Pour le dire plus clairement, un vendeur qui vient d'apparaître sur le marché, des objets très connus ou à la mode avec des prix trop attractifs, des précommandes infinies, des paiements demandés sans assurance uniquement, autant de signes qui doivent commencer à vous faire douter. Pour compléter une collection qui vous fera plaisir, n'hésitez pas également à bien vous entourer pour pouvoir être averti par vos amis collectionneurs lorsque quelque chose que vous recherchez apparaît. Seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Cet adage s'applique bien entendu à Pokémon, l'idée étant qu'on ne peut pas avoir des yeux partout dans notre univers si vaste. Et bah carrément, ouais, bravo. Et ouais, si on peut compléter un peu, nous on a un peu commencé de cette manière-là. On a ouvert des boosters, ça nous a plu. C'est moi qui lui ai dit papa viens nous des boosters Pokémon. C'est vrai, on en avait trouvé, t'en ouvrais un peu, et puis après je m'y suis pris avec toi. Mais ouais, nous on a débuté comment? On a ouvert, on a trouvé des belles cartes. Toi t'as débuté en 1999. Moi au tout début, mais j'ai ouvert que très peu, et puis j'avais 14 ans, j'étais en pleine adolescence, voilà. Je m'y suis vraiment mis à plein temps avec toi, quand toi tu t'y es mis quoi. Mais on a débuté comment? On a fait avec les cartes qu'on avait, qui nous plaisaient. Au début on rangeait même pas en fait. On avait des boîtes de cartes, des cartons de cartes partout. Bah moi nous avait l'air un peu. Et on s'est mis à classer et on a fait en fonction des cartes qui nous plaisaient. Maintenant on est affiné parce qu'on a tellement de cartes, on a tellement de collections que on en est à affiner. Mais vraiment, de ce qu'explique Price, quand vous débutez, faites avec ce que vous avez, entourez-vous bien et surtout n'allez pas tout de suite chercher les cartes hyper rares, les cartes c'est un coup à vous décourager parce que c'est assez onéreux quand même comme passion. Et commencez avec ce que vous avez, appréciez déjà les cartes que vous avez au départ. Et faites pas comme nous, parce que nous on ouvre beaucoup, donc du coup on sort des dingueries, que si nous on sort une ex, souvent on fait sympa. Si vous sortez une ex, vous avez jamais ouvert. Oui, on est content, mais parce que les ex on les a 10 fois. Mais ce que je veux dire pour les gens qui débutent dans la mais du coup pour eux, s'ils nous regardent, ils vont croire que c'est rien quoi. Parce que t'as vu, regarde, même nous on sort une Moyade X par exemple qu'on a 10 fois, on est encore content. Même la Trioxide, tu vois, l'autre jour on a crié alors qu'on l'avait 6 fois, tu vois. Ouais. Mais après nous on aime les cartes, on est très passionnés. Mais ce qu'il faudrait, c'est que vous gagniez cette passion-là. Et je pense que ce que Price a dit, c'est génial. Si on peut contribuer à que votre femme vous engueule parce que vous ouvrez trop. Ça fait partie du jeu. Mais kiffez les cartes que vous avez. Regardez pas, soyez pas jaloux des autres. Ne tombez pas dans le piège de la surenchère, surtout. Parce que c'est quoi la surenchère? Ah oui, les gens, il y a de la spéculation dans ce domaine-là et il faut acheter une carte à sa juste valeur. Faut pas la surestimer, il y a un marché des cotes, il faut faire attention aussi, des fois qui peut être un peu manipulé. Mais déjà, regardez, allez sur Card Market, allez voir le prix des cotes des cartes, c'est très important. Si vous voulez, si vous sortez la Dracofeu Alternative 151, je l'achète pour 1 €. Non, tu vois, tout à fait le genre de choses à pas faire.
Non, c'est 250 €, 300 €. Hein, Non, c'est entre. Mais ça dépend en fait. Voilà, on peut faire des échanges aussi. Ouais, c'est Des sûr, échanges ouais. de cartes, après on peut aller sur des valeurs moindres, on dévalue un peu les valeurs. Enfin voilà, il n'y a pas. Ne vous faites pas avoir. C'est surtout. Voilà, je pense que ce que Price dit, voilà, ne vous faites pas avoir. Kiffez avec. Ok, Kiffez ce oui, que hein, vous c'était un avez. exemple, hein, ce que je disais. Ouais, kiffez ce que vous avez, ne vous faites pas avoir. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Et surtout, profitez! On débute une collection gentiment. Et si vous avez la chance de sortir tout de suite des belles cartes, nous ça nous est arrivé de tout de suite, on a sorti des belles cartes. Non, mais t'as dit gentiment, sans trop ouvrir. Bah, nous, après on a beaucoup de cartes aujourd'hui, mais parce qu'on ouvre depuis 7 ans, 8 ans. Non, mais t'as dit une collection a débuté, tu commences tranquillement. Je te parle Quand on 8.5, a- 10.5. Non mais là c'est des collections d'il y a 3 mois, Lilian. Nous il y a 8 ans, on a commencé gentiment. Oui, on a commencé très On gentiment. ouvrait 3-4 boosters, enfin on y allait, ça s'est vraiment décanté en 2020, 2021. Depuis qu'on a déménagé ici, à peu près. 2021, on a vraiment fait la folie à partir de Célébration. Je pense qu'à partir de Ouais. Célébration, là, on Célébration, a ouvert à c'était gogo, dit, on n'arrêtait plus. Enfin, Ouais, Célébration, c'était dit, on ouvre à gogo, on va la terminer, cette collection, on l'a terminée. Voilà. Mais après, nous, c'est la passion. Enfin, nous, voilà, on aime ouvrir. Mais voilà, faites attention quand même dans les affaires que vous faites. Même nous, ça nous arrive de nous faire avoir. Donc, pourtant, on est quand même confirmé depuis le temps. Bref, pour vous dire, profitez, dépensez pas trop dans les Pokémon. Voilà, faites en fonction de votre budget et de ce qui vous plaît. Les amis, tchuss, à bientôt pour l'épisode 5.